du coût de la vie sur place, des difficultés économiques locales ou encore du départ de nombreux futurs étudiants ultramarins dans l'Hexagone. Mais les Outre-mer recèlent de véritables trésors entrepreneuriaux et économiques et des possibilités de développement massif. Pour en débattre, voici Hervé Tonnerre, qui est directeur des Outre-mer et directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires, Marianne Poussin-Delmas, qui est présidente de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer et directrice générale de l'Institut d'émission d'Outre-mer, et enfin Laurent Facoury, directeur adjoint du département 3 Océans au sein de l'Agence française de développement. C'est Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe au Point, qui va animer cet échange, au terme duquel, je vous le rappelle, vous pourrez poser vos questions en les envoyant au 07 67 67 29 56. On les abordera à la fin de cette session. C'est à vous, Béatrice, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci Boris, bonjour à tous. Merci à vous trois d'être présents pour cette table ronde autour donc du thème des Outre-mer, une puissance économique aux facettes multiples. Je vais commencer par une question que je vous adresse, Marianne Poussin-Delmas. Est-ce que, selon vous, les Outre-mer sont-ils une puissance économique? Est-ce que c'est pas un peu trop exagéré? Alors, je dirais que les Outre-mer, c'est 12 territoires répartis sur l'ensemble des régions du monde, qui représentent 4% de la population française, 2,5% du PIB, avec une grande diversité de gouvernance, un positionnement économique parfois fragile, notamment sur les filières exportatrices traditionnelles, et une dépendance aux transferts publics venant de l'Hexagone. Donc quand on dit ces caractéristiques, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut parler de puissance économique de l'outre-mer? Donc je crois que ça mérite un peu d'explication. Et comme nous sommes aujourd'hui à la maison de l'océan, il faut peut-être commencer par dire que la France, avec l'outre-mer, c'est 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est donc la deuxième plus grande zone économique exclusive, immédiatement derrière les États-Unis. Et ça, c'est une force maritime. C'est le potentiel de toute l'économie bleue, sous ses différentes facettes. C'est le transport maritime et les activités portuaires. C'est la pêche et l'aquaculture. C'est la croisière et le tourisme nautique. Mais c'est aussi une force écologique. Les Outre-mer, c'est 80% de la biodiversité française. C'est-à-dire que la France est, grâce à l'Outre-mer, l'un des pays les plus riches en termes de biodiversité, avec tout le potentiel que ça représente face aux enjeux climatiques. C'est également une force de surveillance géostratégique. C'est l'action de l'État en mer pour la surveillance et la sécurité de nos concitoyens, pour également aider nos voisins en cas de catastrophe naturelle ou en cas de conflit. Donc c'est tout le potentiel que l'on peut développer dans les relations régionales, interrégionales, internationales, tout particulièrement sur l'axe Indo-Pacifique. Donc quand on a dit tout ça, on voit bien que les Outre-mer, je dirais que c'est une puissance économique d'avenir, et d'avenir proche, puisqu'on voit qu'elle est bien positionnée sur tous les enjeux stratégiques qui sont les enjeux stratégiques d'aujourd'hui. Hervé Tonnerre, faut-il parler de puissance économique au singulier ou au pluriel? C'est rouge. Ah, voilà. C'est un peu ce que disait la présidente, qui a eu une analyse très, très fine, et puis on a entendu beaucoup d'interventions. C'est bien de penser, pour le grand public, la notion d'outre-mer, la puissance maritime, c'est vrai, les enjeux de biodiversité. J'ai vécu en Guyane, à La Réunion, puis je vois d'autres outre-mer. Donc oui, il y a des vrais sujets un peu communs, ou quelques thématiques comme le tourisme, mais il y a l'outre-mer et les outre-mer. Je crois que mon collègue porte un nom justement dans son département, qui est les 3 Océans. On a 3 bassins géographiques. Dans ces bassins géographiques, on n'en prend qu'un seul, celui du bassin atlantique, entre Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane et les Antilles. On voit bien qu'on a des sujets différents. Donc il est utile de penser l'outre-mer dans son ensemble,
après de regarder territoire par territoire, ça a besoin d'une analyse fine et de voir les potentialités. Tout à l'heure, dans les potentialités, même si les sujets des fois un peu complexes ou par rapport à la conception qu'on peut avoir, j'ai vu qu'en Guyane, j'ai vu tous les sujets sur l'utilisation de la ressource minière. Il y a quelques tabous. Alors on voit que le minier, par exemple en Nouvelle-Calédonie, on voit maintenant avec le nickel et les enjeux du nickel, y compris pour l'économie verte. Il y a peut-être aussi à se poser la question justement de ce qu'on veut valoriser comme type de ressources. La biodiversité, on est tous d'accord, le poumon vert de l'Amazonie, mais je m'en souviens qu'un centre d'élus guyanais se posait la question, c'est quelle est la traduction en termes d'emploi du fait qu'il y ait ce fameux poumon vert en Guyane. Donc arbitrage entre développement, alors c'est peut-être la notion de développement durable et ressources. Donc il y a des vrais sujets de fond. Donc j'ai prévu, je crois qu'on a dans les discussions on va aborder différents items. Mais cette notion de puissance économique des Outre-mer présuppose aussi des débats pour savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Quel type d'économie? Est-ce qu'on va vraiment que dans une économie qui soit complètement verte et on aura quand même des arbitrages. On parlait de la zone économique exclusive et des enjeux, peut-être des nodules polymétalliques. Il y a un certain nombre de choses à mettre en parallèle avec quel type de développement on veut. Est-ce qu'on est capable de faire, et c'est tout l'enjeu de Nouvelle-Calédonie, une industrie minière durable, qui soit vertueuse? Est-ce qu'on peut se dispenser de ce type de réflexion? Pour avoir vraiment vécu, je ne me prononcerai pas, des sujets et des débats en Guyane, je n'étais pas légitime, moi je ne faisais que servir. Je pense que voilà, c'est très bien d'ailleurs que le point pose ce genre de sujet, c'est sur les Outre-mer, et justement par rapport à la projection qu'on a, qu'est-ce que veulent les Outre-marins, quelle est leur relation, qu'est-ce qu'accepte également la France dite hexagonale par rapport à ce développement. Je reviens encore sur l'exemple de la biodiversité amazonienne, mais on peut la voir partout. Si on la veut la préserver à tout prix, est-ce que ça a un vecteur prix? Est-ce que ça demande quelque chose qui doit être valorisé pour un territoire comme la Guyane si il amène quelque chose de plus à l'économie française? Voilà, il y a quelques sujets. Donc on est dans cette thématique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je trouve que la présidente a dit beaucoup de choses. Mais voilà, cette réflexion, les Outre-mer, il y a un ensemble de thématiques. Chaque Outre-mer, on le sait très bien, a des enjeux particuliers spécifiques, avec quelques nécessités. Voilà, à un moment, la réforme de l'octroi de mer, ça ne concerne pas qu'un seul Outre-mer. Ça, on est d'accord. Mais après, pour tous ceux qui servent en Outre-mer, on sait très bien qu'on ne peut pas comparer tous les territoires, la Guyane continentale, des îles. Les enjeux, tout à l'heure, indo-pacifiques, ne sont pas les mêmes que dans les Outre-mer, j'allais dire, relativement plus sereins en termes géopolitiques. Marianne Poussin-Delmas, peut-être pouvez-vous nous évoquer justement les différentes facettes de cette puissance économique? Oui, alors effectivement, chaque territoire ultramarin a ses spécificités économiques, c'est ce que disait Hervé Tonnerre. Peut-être pour détailler un petit peu plus, il y a le spatial et l'or en Guyane, il y a la filière canne, sucre, rhum dans les Antilles et à La Réunion, il y a la pêche dans tout l'océan Indien et en particulier dans les eaux des TAF, des terres australes et antarctiques françaises. C'est aussi le nickel en Nouvelle-Calédonie et c'est le tourisme dans la plupart de nos territoires ultramarins et tout particulièrement en Polynésie française et dans les Antilles. Mais c'est aussi pour certains territoires, des territoires pionniers en matière d'énergie renouvelable. Il faut rappeler que la seule centrale géothermique qui fonctionne en France l'est en Guadeloupe. Il faut aussi dire que nous avons des centrales biomasse en Guyane, à La Réunion. Nous avons du photovoltaïque dans la plupart des géographies, avec de grosses capacités de stockage à venir en Guyane et des expérimentations de stockage sous forme d'hydrogène à La Réunion. Nous avons également la maîtrise de la technologie SWAC qui utilise l'eau de mer comme source froide pour la climatisation des bâtiments. Je crois que le ministre en a parlé ce matin en introduction. Mais les spécificités économiques des Outre-mer, c'est aussi son potentiel entrepreneurial. C'est la présence de grands groupes qui rayonnent à l'international, notamment dans la grande distribution. Et c'est aussi quelques start-up dans la biotech, dans la medtech, autour de la lutte contre les maladies tropicales, et même dans la fintech, puisque tout le monde connaît Compte Nickel, mais il faut se rappeler qu'au départ, Compte Nickel, c'est une start-up guadeloupéenne.
Ben, vous me la prenez. Merci. Laurent Facoury, alors à lire mes collègues journalistes, on a l'impression que finalement l'outre-mer s'en est mieux tiré de la crise du coronavirus que la métropole. Est-ce que c'est vrai? Bonjour à tous. Oui, merci de nous proposer cette séance qui est assez instructive pour nos auditeurs. Alors les Outre-mer sont effectivement pas assez connus d'un certain point de vue. Il y a eu une certaine résistance effectivement sur cette partie de nos géographies ultramarines. Les administrations, notamment le service, ce qu'on appelle non marchand, représentent une part un peu plus importante que dans la comptabilité nationale française. Donc pour rappeler peut-être au public qui n'est pas un amateur d'économie, qu'est-ce qu'on entend par non marchand? Donc non marchand, ça va être tout ce qui est secteur administratif et puis aussi l'éducation et l'action sociale. Donc cette part dans la richesse du pays est beaucoup plus importante, ce qui fait qu'au moment de la crise, ça a servi comme amortisseur. Donc ça a été un premier amortisseur. On l'a vu déjà dans des crises qui sont déroulées soit aux Antilles, soit en Guyane précédemment, soit à Mayotte. Donc ça absorbe une partie du choc. Ça évite aussi d'avoir une partie de la population qui perd un emploi. Quand vous avez une crise, vous avez des entreprises qui ferment, donc vous perdez un emploi. Là, il y en a eu moins. Vous avez eu donc, en fonction de la typologie et des secteurs exposés, ça peut être par exemple le tourisme en Polynésie qui était plus exposé que les autres géographies. En termes de croissance, elle a perdu, enfin ce qu'on appelle croissance, le PIB, elle a été plus fragilisée de ce point de vue-là, alors que les autres géographies, que ce soit les DOM ou la Nouvelle-Calédonie, ont un peu plus résisté. Donc elles ont été, en termes de perte de PIB, inférieures à la moyenne nationale. En France métropolitaine, on devait être autour de 7. Sur les DOM et la Nouvelle-Calédonie, on était entre 3 et 5, 6. La Polynésie était plutôt autour de 7. Donc on voit bien que le tourisme, avec la fermeture des frontières, les hôtels qui n'ont pas pu travailler, les compagnies aériennes, certaines, effectivement, ça a été évoqué sur la table ronde précédemment, qui sont aussi locales, elles ont mis leur personnel en chômage partiel. Donc tout ceci a généré une baisse d'activité. Parallèlement, donc, les consommateurs ne pouvaient pas consommer puisque les grandes surfaces et les autres commerces étaient fermés, sauf moyennant quelques aménagements pour faire ses courses. Il y a eu quelques aspects positifs, c'est-à-dire que la majorité des produits sont importés, donc on a moins importé, on a moins dégradé les termes de l'échange, donc ça a été un petit impact positif, mais n'empêche que ça dégrade quand même la balance commerciale. Sur certaines géographies, par exemple le BTP a mieux résisté. Par exemple la Guyane, on a continué à construire en fait. On s'est servi de cette période de confinement pour aller encore plus vite sur la construction de certains bâtiments, de certaines entreprises. Donc les effets globalement ont été absorbés. Maintenant, ça c'était une analyse sur les 12 premiers mois. On a eu des confinements qui se sont par la suite aussi installés, ça a varié. On a réussi à adapter en fait en fonction de chaque géographie les confinements nécessaires. On voit que pour le Pacifique, la situation était complètement différenciée puisqu'on a eu une bulle sanitaire entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis. En Polynésie, ça a été un peu plus compliqué avant la Nouvelle-Calédonie. Et pour les autres, Antilles-Réunion, ça a été géré différemment. Il y a eu en parallèle tout le système national qui s'est installé. Donc le chômage partiel, le PGE et les territoires du Pacifique ont aussi dupliqué des mesures qui ont été à peu près similaires. Et parallèlement, l'État a aussi appuyé, notamment le Pacifique, avec des prêts d'urgence qui ont transité par l'Agence française de développement. D'accord, merci. En introduction de cette table ronde, Boris, qui nous a lancé, qui a lancé le débat, a souligné quelques handicaps qu'on colle souvent à l'outre-mer, à savoir la vie chère, la chute des cerveaux, le manque d'innovation locale. Hervé Tonnerre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ce sont les handicaps majeurs que subit l'outre-mer ou sont des a priori ou vous voyez d'autres handicaps? Je crois qu'on va tous être d'accord, on va essayer de parler, c'est vrai, les outre-mer, il y a quand même un certain nombre de handicaps. On disait que l'Angleterre était une île entourée d'eau, c'est une formule célèbre. Les outre-mer sont quand même caractérisés par leur éloignement. C'est bête et méchant, mais moi je le vois, je suis allé encore récemment en Polynésie. Circuler de manière aérienne, il y a un représentant de compagnie, c'est pas aussi simple et ça peut limiter. Et lorsqu'on ferme des frontières, on est comme sur des territoires qui dépendent de flux physiques et de personnes. C'est des territoires qui sont souvent étroits en termes de population. Donc après, il faut avoir une taille de marché
des handicaps de coût d'accès. Vous pouvez nous rappeler peut-être le nombre d'habitants qu'il y a Si on prend la majorité des territoires, on prend la Polynésie, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Alors après, c'est selon, pour certains territoires, la démographie officielle ou officieuse, Guyane, Mayotte. Voilà, donc 300 000 officiels. Je vais voir autrement. Et puis 280 000 et 280 000 à peu près, un peu moins en Nouvelle-Calédonie. La Réunion, c'est autour de 900 000. Et puis les Antilles sont un peu en décroissance à moins de 400 000 dans chaque territoire, à 370 000. Voilà, donc on a quand même des territoires où, même à La Réunion, l'effet d'échelle pour construire une économie de substitution, après ça sera l'enjeu des circuits courts, mais c'est un peu complexe. On peut avoir aussi, même si le terme est un peu un gros mot, et je m'en excuse, et je suis un peu trivial esprit et provocateur, on peut avoir quelques tentations d'économie de comptoir ou de rente qui font que une remise en question, même si on a des très belles logiques entrepreneuriales, mais il y aura la nécessaire transformation de l'économie. On a entendu ce matin aussi qu'il peut y avoir, le ministre l'a dit, des effets pervers de la défiscalisation, avec des fois des montages qui ont été des montages... la défiscalisation est utile, je le dis, tant la défiscalisation nationale que les défiscalisations particulières qu'il peut y avoir, par exemple, dans le Pacifique territorial, mais on peut avoir des fois des montages qui ne vont que pas dans une logique entrepreneuriale, mais plutôt une logique, j'allais dire, purement financière et presque spéculative. On a tous ces sujets qu'il faut regarder sereinement et qui sont devant nous, qui existent, qui ne sont pas la totalité. Mais à un moment, voilà, ce type de handicap est réel. On regarde les PIB. J'ai toujours parlé de manière caricaturale, je tiens à m'en excuser auprès du public, mais si on prend une base 100, en gros, théorique INSEE ou Eurostat pour la France hexagonale, on a quoi? On est autour de 26 pour Mayotte. L'excellent territoire que pourrait être la Nouvelle-Calédonie est à 84 de mémoire, peut-être 75 la Martinique, etc. Donc on voit en moyenne à 50%. Donc on peut dire qu'il y a des territoires métropolitains, le département de la Seine-Saint-Denis n'est peut-être pas dans des meilleures données de PIB. Mais de manière générale, il y a des vrais handicaps aussi de rattrapage nécessaires. Donc il n'y a pas que des handicaps, je vais dire, qui seraient génétiquement et puis qui seraient pervers. Il y a des vrais handicaps structurels, ce que je disais, la taille, la distance, la situation géopolitique, les impacts démographiques. Quand vous avez Mayotte et la Guyane, une démographie permanente, qu'est-ce que peuvent faire des élus, qu'est-ce que peut faire l'État, qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics, à part essayer dans une course permanente pour mettre en place des services publics. Et vous ne pouvez pas construire de manière sereine des formes de réponse. Donc ça va être un peu tous les enjeux des acteurs comme l'AFD, la Banque des Territoires, l'UMO, d'essayer d'apporter des formes de réponse économique à côté des différents pouvoirs publics et des acteurs économiques. On a signé un protocole avec la FEDOM parce qu'on souhaite aussi pouvoir intervenir auprès des acteurs économiques pour une nécessaire transformation et relance de l'économie. Est-il facile d'attirer des investisseurs du privé? Parce que vous l'avez souligné, vous avez parlé d'économie de rente, ça renvoie quand même à l'idée d'argent public. Est-ce que vous voyez une attirance des investisseurs privés ou est-ce qu'ils sont eux aussi empêtrés dans ces préjugés? Je pense qu'il y a toute une réflexion du monde économique. Ici, il y a des acteurs économiques de qualité qui sont intervenus. Nous, on a cette relation avec la FEDOM. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont conscients. Et c'était après cette bascule, puisqu'on a dit les éléments négatifs, c'est un peu le sens de ce séminaire. Il y a des opportunités dans le territoire. Il y a des choses assez formidables qui se font. Je pense... on a servi tous les deux ensemble en Guyane. On voit des choses assez formidables. La filière Wassa qu'on soutient mutuellement, la pharmacopée. Il y a des choses qui se font en Polynésie aussi sur des études sur les coquillages, la valorisation du coco. On parlait tout à l'heure aussi des données sur les énergies renouvelables comme le SVAC, peut-être l'énergie thermique des mers. Il y a des jeunes entrepreneurs. Je donne un exemple. La taille du marché peut des fois être une opportunité. Il y a un jeune en Polynésie, il a monté un truc qui s'appelle Hello Scout. Alors des scouts jaunes. C'est un peu de ce qu'on voit sur Paris qui sont plus bleus. Mais comme justement c'est difficile d'accès et que c'est loin, il a une niche particulière. Donc voilà, il faut aider aussi cette économie, cette transformation. J'allais dire qu'il y ait des groupes qui soient bien installés, qui aient une capacité des fois de présence, c'est très très bien, il en faut. Il y a des grandes familles, il y a des grands acteurs. À côté, il faut aussi pouvoir permettre cette transition nécessaire. Et c'est tous les enjeux. Tout à l'heure, on parlait de l'Indo-Pacifique et de la transformation de l'économie calédonienne. Le nickel vert, c'est une formidable opportunité. C'est très intelligent de la part de Prôner Ressources d'avoir travaillé avec Tesla. C'est un enjeu au-delà de l'enjeu stratégique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment le nickel vert? Est-ce que les autres acteurs, il y a 2 autres acteurs du nickel, est-ce qu'ils vont aller dans cette direction? Donc voilà, il y a des vrais sujets d'intelligence à travailler ensemble. Donc on n'est surtout pas nous donneurs de leçons, hein. On regarde, on voit et on essaye, Banque des Territoires, hein, en liaison avec des acteurs comme partenaire AFD, d'amener ce qu'on peut faire, des financements, du conseil, aider voilà, à les acteurs utiles et en préservant, y compris les fondamentaux de l'économie. J'ai bien aimé ce que disait la présidente, mais c'est vrai, il y a quelques moteurs dans l'outre-mer. Il y a le moteur des transports publics, ça c'est clair. Hein, les transferts, c'est un des moteurs, et ça peut amortir, comme l'a dit très bien Lionel Falco tout à l'heure. Et puis, il y a également, chaque territoire peut avoir son moteur. Le spatial en Guyane, mais est-ce qu'il faut tout miser sur le spatial en Guyane? Est-ce qu'il faut avoir d'autres moteurs à côté si le spatial commence à décroître pour des raisons concurrentielles? C'est ça les questions qui sont posées à nos interlocuteurs. Laurent Facoury, selon vous, est-il possible de financer le développement de ces territoires de manière soutenable sur le plan écologique? Évidemment, c'est la question principale qui nous préoccupe en ce moment, nous AFD. Donc, nos objectifs, c'est développement durable à tout va, donc 100% climat. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un gisement énorme pour, on va dire, enclencher le T0. On a mené une étude sur la relance décarbonée outre-mer après la crise. Donc cette étude sera présentée à l'occasion d'une conférence en octobre. On a mené toute une série d'études, notamment sur l'agriculture. Les éléments qui ressortent, c'est évidemment déjà des rénovations de bâtiments énergétiques. Là, il y a vraiment beaucoup d'investissements, à commencer par les bâtiments publics, hein, c'est de mettre des panneaux solaires, de rénover, de faire beaucoup de rénovations. De ce point de vue-là, on gagnera, quand on regarde la consommation énergétique dans le résidentiel, donc c'est les ménages, c'est les maisons, quand on met la clim, ça représente à peu près 15% de la consommation d'énergie, donc de production d'électricité dans un territoire. Pareil pour le tertiaire, donc c'est les bureaux. Quand vous êtes face à des changements climatiques, il fait plus chaud, donc il y a plus de tempêtes, donc il y a des coupures de courant. Il y a aussi des consommations d'énergie beaucoup plus fortes, notamment pour rafraîchir les bureaux. Donc ça aussi, c'est à peu près 15%. Donc déjà, si vous faites des rénovations énergétiques, des optimisations de climatisation, vous avez déjà fait un pas en avant. Donc ça, c'est un gros investissement. Ensuite, vous avez toute la batterie du transport. Donc c'est les départements et territoires, enfin les collectivités d'outre-mer se sont lancés aussi dans le transport collectif en site propre, ce qu'on appelle les TCSP. Alors, ça ne résout pas toutes les problématiques, on le sait, la Martinique s'est engorgée, la Guadeloupe s'est engorgée, la Réunion s'est engorgée, mais il y a des initiatives qui se montent au fur et à mesure. Je pense qu'il faut être patient, parce qu'ils démarrent beaucoup plus tard que la métropole, donc il faut accompagner, il faut investir plus massivement, plus lourdement, changer les mentalités en termes de transport individuel, inciter le transport collectif en voiture. Généralement, 80% des gens se déplacent en véhicule personnel, donc une personne, une voiture. Donc si vous regardez, le résultat est assez illustrant. Donc déjà, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'agriculture. Donc on a tendance, on l'a vu avec la crise, on importe beaucoup. On produit, certains départements produisent uniquement une à deux, trois cultures, justement dans le but d'exporter, canne, banane. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à la manière aussi de diversifier un peu plus pour les petits producteurs, de manière à pouvoir approvisionner une certaine part? Le tourisme permettra aussi d'intégrer tout cela. C'est un des premiers secteurs intégrateurs. Vous avez le transport aérien, vous avez les locations de voitures, vous avez l'hôtellerie, vous avez les restaurants et tous les services annexes. Donc si vous mettez ça en batterie, on a parlé de développement de tourisme durable, je pense que ça peut être aussi une bonne opportunité de ce point de vue-là. Donc vous voyez, il y a plusieurs points d'application qui vont nécessiter des investissements assez importants. Et le dernier, pas des moindres, c'est le mixte énergétique. Donc la présidente l'a rappelé. Donc il existe des pépites en Outre-mer. Il faut se rappeler que Voltalia a été créé en Guyane au départ. Donc c'est aujourd'hui une entreprise qui rayonne, qui investit en Égypte, qui investit partout dans le monde. Donc vous avez plein de petits incubateurs comme ça dans l'Outre-mer. Sur la partie énergie renouvelable, le projet hydrogène de SEOG en Guyane, c'est aussi une première mondiale. Ça va être une première batterie de ce type-là, à l'échelle d'un village quasiment, qui va pouvoir alimenter un certain nombre de maisons, on va dire. Donc vous voyez qu'il y a des investissements qui peuvent passer à l'échelle. Maintenant, il faut arriver à réunir l'ensemble des investisseurs. On en fait partie, la Banque des Territoires. Et je pense qu'il y a des créneaux assez importants de ce point de vue-là. Donc on peut faire une relance décarbonée.
Vous, Marie-Anne Poussin-Delmas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette transition écologique, climatique peut être une opportunité? Alors, je pense que c'est peut-être moins une question de financement qu'une question de choix de modèle de développement. Jusqu'à présent, le modèle de croissance des Outre-mer, il faut le rappeler, c'est un modèle de rattrapage par rapport à l'Hexagone. C'est un modèle qui a bien marché jusqu'en 2008, avec une augmentation du PIB par habitant qui a été plus fort en Outre-mer, avec un accroissement des revenus, avec une réduction des inégalités, la mise à niveau du SMIC, des minima sociaux, un meilleur accès aux soins, la réalisation de grands projets d'infrastructure. Mais en 2008, avec la crise financière, la France est rentrée dans une période de croissance lente. Et donc, ce modèle de rattrapage s'est épuisé. Et depuis, on est à la recherche d'un vrai modèle de développement pour l'outre-mer. Et de ce point de vue-là, ce qui me frappe, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui accélère la prise de conscience collective. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est des dérèglements climatiques, avec des épisodes violents plus fréquents. C'est également des conséquences sanitaires, environnementales, de la chlordécone et des sargasses dans les Antilles. Et c'est également, comme le disait Laurent Facoury, une prise de conscience de la dépendance aux importations alimentaires, également de la dépendance au transport. Donc, tout ça, ça va permettre d'accélérer cette prise de conscience et peut-être de penser, de se développer autrement. Si je reprends par exemple la dépendance aux importations alimentaires, effectivement, les consommateurs ultramarins, pendant cette pandémie, ont découvert ou redécouvert l'intérêt des productions locales. Et le modèle agricole traditionnel, fondé sur les filières exportatrices traditionnelles, on voit bien que ce modèle-là, il est plus soutenable financièrement sans les aides publiques. Donc il faut réorienter le modèle agricole vers la production vivrière, effectivement. Il faut sûrement mieux structurer les filières pour transformer cette production locale et générer de la valeur ajoutée. Cette réorientation, elle est déjà prise, ou cette orientation, du moins, elle est déjà prise en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion. Elle est en train d'être prise en Guadeloupe, en Guyane. Je crois qu'il faut poursuivre dans cette voie-là. Il y a aussi la question de la dépendance au transport. On s'est rendu compte de cette dépendance et plus particulièrement de la dépendance à la desserte aérienne. Et tout ça, ça a permis d'accélérer la transformation numérique des entreprises. Et cela va permettre de répondre à un des handicaps des entreprises ultramarines, qui est l'isolement et l'éloignement. Et donc de gagner aussi en productivité grâce à ces transformations numériques. Et on sait que la faible productivité est l'une des faiblesses de nos entreprises ultramarines. Si on regarde aussi les dérèglements climatiques, on peut dire que ça permet de mieux prendre en compte les préoccupations de verdissement dans les grandes infrastructures, mais aussi dans l'industrie. Et sauf peut-être que dans l'industrie, il va falloir encore faire quelques investissements non verts pour assurer la transition de court terme. Voilà. Mais sous ces réserves, je dirais que oui, il est tout à fait possible de trouver un modèle de croissance qui soit écologiquement plus soutenable pour l'outre-mer. J'ai une question pour tous les trois. Brièvement, selon vous, en fait, quelles sont les potentialités finalement de l'économie de l'outre-mer? Sur quoi on devrait miser? Vous l'avez un petit peu dit, mais peut-être s'il y a un ou deux points à retenir. Allez, je commence par ma droite. Hervé Tonnerre. On est tous d'accord, c'est un vrai sujet, c'est ce qu'on appelle, il y a même un ministère spécifique en Polynésie, économie verte et l'économie bleue. C'est quoi l'économie verte et l'économie bleue? Alors, on a dit la chance d'avoir de la biodiversité, la chance, entre guillemets,
parce que c'est de retourner ce qui peut être un moment, j'étais en handicap, cette fragilité par rapport au changement climatique, d'être plus en pointe sur tout ce qui est la transformation énergétique des territoires, y compris les mobilités douces. On regarde pour financer, par exemple, la transformation d'un certain nombre de navires en Polynésie, changement du mode de carburant. Donc, toute cette économie j'allais dire, verte, hein, qui n'est pas que quelque chose de purement, j'allais dire, un marketing, ça a du vrai sens. Après, pour une bonne partie des territoires, qu'est-ce que c'est qu'un tourisme durable? On sait qu'il y a un avantage comparatif dans les outre-mer français. C'est que les touristes, hein, je le vois notamment pour les touristes américains, où ils se sentent rassurés, y compris notre capacité sanitaire, notre capacité aussi à assurer la sécurité publique. Après, il faut avoir un tourisme d'excellence parce que les gens veulent un tourisme qui soit le plus respectable, qui a un retour sur le territoire. On a dit les circuits courts aussi, il y a des choses à valoriser. Donc, ça, c'est des axes qu'on perçoit. Et ce que dit aussi la présidente, c'est qu'il faut accompagner ces axes, mais en même temps, il ne faut pas négliger l'économie présente. D'où l'enjeu également de pouvoir accompagner une reprise immédiate, c'est-à-dire qu'il faut penser le temps moyen et long, mais en même temps, on ne va pas changer brusquement le modèle. Ce qu'on disait par rapport aux différents moteurs de chaque outre-mer, il ne faut pas dépendre d'un seul moteur. On enlève le moteur de l'économie publique et parapublique. C'est de dire le jour où il faudra se passer du nickel, qu'est-ce qu'on fait? Le jour où il faut se passer éventuellement du spatial, qu'est-ce qu'on fait? Le jour où le tourisme ne va pas tout faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est plutôt de regarder là où il y a des sujets. Je crois que tous les acteurs publics qu'on rencontre respectivement ont cette vision, commencent à s'en rendre compte. Je crois que la crise aussi a beaucoup également fait réfléchir à un certain nombre d'acteurs, hein, parce que l'idée, on a tous en tête, hein, il faut réparer la crise là, mais c'est de préparer la crise future et rendre les économies plus résilientes. Donc il y a la volonté, on est des maisons qui sont prêtes à se mobiliser fortement en termes de moyens, on a la volonté de le faire, on a la capacité, hein, dans le cadre du plan de relance, il y a quand même des montants, il y a des données, donc entre guillemets, voilà. Soutenir, et puis ces nouveaux entrepreneurs aussi, c'est ce qu'on voit, des choses assez innovantes. La présidente, comme vous dites. Alors, moi je vais peut-être changer d'axe, puisqu'on a quand même déjà pas mal parlé des potentialités économiques. Peut-être dire que par rapport à ces potentialités économiques, on en a cité quelques-unes et il y en a beaucoup d'autres, il y a aussi des défis. Et le premier défi qu'il me semble nécessaire de relever, c'est celui de la compétitivité des entreprises. On l'a dit, la crise sanitaire a permis aux consommateurs d'avoir envie de consommer local. Mais ça ne fait pas tout. À côté de cela, il faut que les entreprises, elles aient envie de conquérir ou de reconquérir ce marché local qui est étroit, hein, on le disait. Donc, ce n'est pas évident. Et il faut en plus qu'elles proposent une offre qui soit compétitive, en réponse aux problématiques de vie chère qui, on le sait, a une forte résonance en Outre-mer. Donc par rapport à ça, je crois qu'il y a plusieurs points de vigilance. Le premier, on en a aussi également un petit peu parlé, c'est l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une barrière douanière de protection qui permet de justement favoriser l'émergence de production locale. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il est contesté. Il est contesté, mais en même temps, on n'a pas trouvé encore mieux. Donc je crois qu'un des sujets qui va être sur la table maintenant, c'est d'arriver à revisiter ce dispositif pour faire en sorte qu'il soit mieux encadré et qu'il ne soit pas simplement un dispositif qui conduit à renchérir le prix des produits importés. Le deuxième point de vigilance, c'est la transformation numérique. Ça me semble tout à fait essentiel pour améliorer la productivité des entreprises et c'est fondamental. C'est un sujet du côté des entreprises, mais c'est également un sujet du côté des territoires. Parce que, beaucoup de nos territoires n'ont pas un réseau Internet résilient, performant, couvrant l'ensemble du territoire. Et si on veut pouvoir développer les technologies innovantes, le e-commerce, la e-formation, le travail hybride, etc., il faut un réseau performant et résilient sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est un défi du territoire. Et l'autre point que je voudrais également développer, c'est l'innovation. Il faut développer l'innovation. Quand on parle d'innovation, on pense forcément à l'innovation de rupture des startups. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi l'innovation organisationnelle. C'est l'économie des circuits courts, autour des synergies qu'il peut y avoir entre des TPE artisanales et le commerce d'ancrage local, ou autour de l'économie sociale et solidaire.
Et on voit bien aujourd'hui que ces modes d'organisation du travail qui arrivent finalement à allier efficacité économique et finalité sociale répondent aux aspirations des consommateurs, mais aussi des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Donc il faut vraiment arriver à les développer et à développer cette innovation. Et je crois que dans ces conditions-là, on arrivera à développer la compétitivité en Outre-mer et à développer l'emploi. Parce qu'on voit bien que l'emploi public, eh bien, il est partout trop ou très développé. Et donc, la seule façon de pouvoir procurer du travail à nos jeunes ultramarins, je vous rappelle qu'il y a 2,6 millions d'ultramarins, et sur ces 2,6 millions d'ultramarins, il y a 1,2 million de jeunes. Donc c'est une richesse extraordinaire, mais c'est aussi un défi en termes de formation, en termes de débouchés professionnels. Et donc, il faut absolument développer la création d'entreprises. Et j'espère que le plan de relance économique qui est sur la table, qui est un plan de relance très territorialisé, pourra avoir une mise en œuvre avec des allotissements qui permettent aux entreprises ultramarines de bénéficier des projets qui sont à ce plan. Laurent Fakouri, pardon, votre point de vue, et ensuite peut-être on pourra prendre une ou deux. Non, ça ne sera pas possible. Alors vous avez le mot de la fin. Alors, je crois que mes collègues ont bien résumé la situation. Moi, je prendrais ça sous un aspect plutôt global. Je pense qu'on peut être fiers de nos Outre-mer. Ils nous ont fourni des hommes politiques, et pas des moindres, des sportifs. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes. Il faut qu'on arrive à leur montrer que leur territoire valent la peine d'y rester et de produire des choses nouvelles, l'innovation, on en a parlé, la formation. Beaucoup d'ultramarins viennent se former, ils ne reviennent pas sur le territoire. Il faut que nous, on soit convaincus que leur territoire apporte suffisamment de valeur ajoutée pour qu'ils en soient eux-mêmes convaincus. Et je pense que ça ne se résume pas à une équation financière, c'est juste que ce sont des ponts en avant de la France. On en a parlé de la situation de la biodiversité. Ils sont en avant-poste des impacts climatiques. Donc il y aura beaucoup de conséquences sur ces territoires. On va apprendre beaucoup de choses sur l'autonomie, sur le mix énergétique. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est à nous de faire tout ce travail. Merci à tous les trois et merci à Boris. Merci à vous tous. C'est des applaudissements, merci beaucoup. Et on prend quelques minutes de pause avant de se retrouver pour notre 8e session, le nouvel Eldorado des innovateurs. À tout de suite.